Il y a plus de 2000 ans, les rives de la Méditerranée voyaient naître les premières grandes villes du monde occidental. L'architecture, la philosophie, les arts et les sciences s'y épanouissaient, ainsi que le commerce. De magnifiques bâtiments ont été érigés, illustrant la grandeur et la puissance de ces villes. Des gens de toutes les nations et de toutes les cultures y sont venus, attirés par les perspectives d'avenir qu'offraient ces grandes métropoles. Alexandrie, ville légendaire de l'Antiquité, imaginée de toutes pièces par son fondateur, le Macédonien Alexandre le Grand. Après avoir libéré l'Égypte de l'occupation perse, Alexandre décidait de construire une cité royale sur la rive ouest du delta du Nil. Plus de 300 ans avant Jésus-Christ, les architectes d'Alexandre le Grand concevaient les plans d'une métropole à la gloire de leur roi. Sa construction a commencé en l'an 332 avant notre ère. Alexandre mourra 8 ans plus tard, sans avoir la chance de voir sa ville complétée, pas plus que la grande bibliothèque l'ayant rendu célèbre. Pendant des siècles, Alexandrie restera la plus grande cité de la Méditerranée orientale et la capitale intellectuelle et culturelle de l'Empire grec. Aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes habitent cette ville, la deuxième de l'Égypte pour la population. Une métropole moderne a enterré l'ancienne Alexandrie sous le béton et l'asphalte. Il faut explorer le sous-sol de la ville ou se rendre dans le vaste désert égyptien pour trouver des vestiges du mystérieux passé d'Alexandrie. Quel savoir cachait la légendaire bibliothèque d'Alexandrie? Quel était l'emplacement du fameux phare, le Pharos, l'une des 7 merveilles du monde? Et à quoi ressemblait la vie de ceux qui y venaient, en quête d'un nouveau destin? Parmi ces gens, il est une femme dont l'histoire est partiellement parvenue jusqu'à nous. Les détails manquent, mais son nom était Archnodike. Depuis plus de 10 ans, l'archéologue français Jean-Yves Empereur étudie avec passion les débuts d'Alexandrie. Directeur du Centre d'études alexandrines, il est impressionné par l'étendue de cette ville ancienne. Les rues étaient plus larges que celles des autres villes. La voie canopique avait plus de 30 mètres de large, ce qui est incroyable par comparaison avec les cités anciennes, comme Athènes ou Corinthe. C'est comme si on comparait New York à Paris ou à Londres. Il y avait même des gratte-ciel, comme le phare. Les Grecs venus du continent et des îles étaient très impressionnés à leur arrivée dans la ville. Visible à une distance de 67 km, le phare, avec son éclatante façade en marbre blanc, se dressait à 140 mètres dans le ciel.
D'après les plans de l'architecte grec Sostrate, la construction du phare aurait commencé en l'an 299 avant Jésus-Christ. Après 20 ans d'efforts, la tour gigantesque est en voie de parachèvement. C'est un symbole d'espoir pour tous ceux qui, partis de loin, arrivent à Alexandrie, parmi lesquels Archnodiké. Des fragments de son histoire ont survécu grâce aux écrits de l'érudit romain Hygienius. Mais aujourd'hui, plus rien ne subsiste du phare, symbole d'accueil pour Archnodiké. Même son emplacement n'a jamais été confirmé. Il reste que plusieurs indices laissent croire que c'était ici. De nos jours, l'entrée du port est dominée par un édifice du XVe siècle, le fort Qaitbay. La restauration de ce fort arabe a commencé depuis peu. Elle offre une rare occasion de découvrir les secrets de l'édifice. Les ruines du phare auraient-elles été utilisées comme matériaux de construction pour le fort? Au début du XXe siècle, un ingénieur allemand a entrepris une étude approfondie de la citadelle. À la lumière d'études d'auteurs arabes, il a prétendu que la base du farouche avait été incorporée à la citadelle, plus précisément dans la tour principale. Il reste que seule l'excavation peut le confirmer et nous procédons actuellement à des fouilles aux abords de la tour. Nous creusons de petites fenêtres dans le roc dans l'espoir de trouver quelque part le contour des fondations. Le moindre indice des vestiges du phare nous intéresse. L'architecte Catherine Makinek est membre de l'équipe du docteur Jean-Yves Empereur du Centre d'études alexandrines. Un immense réservoir d'eau se trouve sous le fort, ce qui permettait aux soldats de soutenir un long siège. La citerne est elle-même un musée de l'histoire de l'architecture, avec ses colonnes corinthiennes et ses anciens piliers. Y aurait-il des vestiges du farouche parmi ces éléments? Le site de Qaitbay contient des éléments d'architecture du phare lui-même. Nous pourrions, par exemple, reconstruire une très grande porte haute de plus de 12 mètres du linteau au sol et qui contient du très beau granit d'Aswan. On a découvert que des statues colossales se dressaient ici en parallèle devant leur base. Il apparaît donc que d'énormes statues des rois et des reines de la dynastie des Ptolémées se trouvaient au pied du phare durant l'Antiquité. La dynastie des Ptolémées apparaît en Égypte après la mort d'Alexandre le Grand. Sous son règne, la culture grecque s'est épanouie, éclairant de son savoir l'ensemble du monde ancien, tout comme le phare qu'ils ont construit aura servi de guide aux marins, avant d'être démoli par un tremblement de terre 1500 ans plus tard. Parmi ceux qui ont travaillé à la construction du phare est l'ingénieur grec Cratès, oncle d'Archnodiké. Sa nièce l'a suivi depuis Athènes. Un long et difficile voyage pour une jeune femme. Elle ne lui dit pas la vraie raison de son voyage. Elle est ici pour réaliser un rêve. Un rêve qui ne peut se réaliser qu'à Alexandrie, mais comportant certains dangers. Les toutes premières traces de la ville d'Alexandrie se trouvent en pleine mer, sur l'île Nelson, un îlot rocheux situé près de la côte.
Après des années de pourparlers avec les autorités, le professeur Gallo est le premier scientifique à obtenir la permission de fouiller cette île nue, sise dans une zone militaire sécurisée. Le professeur Gallo s'attend à y trouver d'importants renseignements sur les origines d'Alexandrie, ce que semblent confirmer ses premières découvertes. Le fait saillant de nos découvertes, ce sont des couches intactes qui appartiennent à cette période. À Alexandrie même, il est très difficile de trouver des vestiges des débuts de la période ptolémaïque. Dans l'île, nous avons tout de suite trouvé des poteries et d'autres objets laissés à l'abandon. À la surprise du professeur Gallo, l'île semble avoir été abandonnée précipitamment peu après la fondation d'Alexandrie. Elle est depuis inhabitée. Dans les premières couches du sol, on a trouvé les fondations d'un imposant édifice. S'agit-il d'un temple, d'un phare ou d'une installation militaire? Sur les escarpements le long de la rive, les archéologues ont découvert par accident l'entrée d'une galerie souterraine faisant partie d'une ancienne citerne. Des marins anglais y auraient trouvé refuge au XVIIe siècle. C'est écrit « Harry Lux, 1658 ». Voici son portrait. Des pirates se sont cachés, ici. Il porte la barbiche et la moustache qui étaient en vogue à cette époque. « 2000 ans plus tôt, les soldats d'Alexandre le Grand avaient établi leur camp dans l'île. Nous avons découvert des maisons appartenant aux soldats de cette époque. Il est certain qu'il y avait une garnison ici. Nous avons trouvé de gros projectiles de catapultes. L'île avait une valeur stratégique certaine, étant située face à Canopy, le plus important port méditerranéen de l'Égypte jusqu'à la fondation d'Alexandrie. Depuis l'île Nelson, Alexandre le Grand pouvait contrôler aussi bien Canopy que la construction de sa cité royale. La garnison n'a été occupée que pendant 30 ou 40 ans. Elle a ensuite été laissée à l'abandon parce que l'île avait perdu son intérêt stratégique par rapport à Canopy et à son port. Le nouveau port, celui d'Alexandrie, était déjà opérationnel. Se peut-il que l'île ait servi de centre de planification pour la ville qui poussait sur le continent? Chose certaine, la construction d'Alexandrie a exigé beaucoup de planification et de réflexion. Les récentes excavations illustrent bien la complexité des plans de la ville. Les archéologues du Centre d'études alexandrines sont devenus de véritables urgentologues. Dès qu'un nouvel accès à l'ancienne Alexandrie est découvert, ils s'engagent dans une lutte contre la montre. De nombreux sites prometteurs sont presque aussitôt remblayés par des promoteurs immobiliers. Pour eux, chaque journée de fouilles archéologiques représente une perte financière. De façon générale, dans la ville d'Alexandrie, pour atteindre les niveaux hellénistiques, il faut une puissance stratigraphique de 12 mètres.
Pour atteindre ce niveau-là, il faut passer à travers des couches, les couches de l'époque médiévale, de l'époque musulmane, ensuite de l'époque romaine, pour arriver aux couches de l'époque hellénistique. Et nous devons fouiller toutes ces couches-là jusqu'au terrain naturel. Depuis la fondation de la ville, l'ancien quartier du Palais n'a jamais cessé d'être habité, rendant les démarcations entre chaque époque peu précises. Mais les découvertes des archéologues témoignent aussi de la perspicacité des urbanistes grecs. Grâce à un réseau de citernes et de conduites d'eau, les ingénieurs d'Alexandrie ont peu à peu résolu le problème d'alimentation en eau potable de la ville. Pour la nouvelle métropole, les ingénieurs ont d'abord installé un réseau de tuyaux d'argile préfabriqués. Comme pour les réseaux d'aqueducs modernes, les sections des tuyaux s'emboîtaient parfaitement en raison de leurs extrémités de forme conique. Ils étaient produits en série. Des dizaines de milliers de tuyaux ont été installés dans le sous-sol de la ville, avant même que les rues ne soient construites. Qu'il s'agisse de l'infrastructure, du réseau routier, des sentiers ou de l'emplacement des édifices, tout a été prévu dans le moindre détail. Un chef-d'œuvre d'urbanisme. Le réseau d'aqueducs d'Alexandrie était alimenté par l'eau du Nil et des réservoirs naturels voisins de la ville grâce à un ingénieux système de canalisation. À 200 km à l'intérieur des terres, se trouve la région de Fayoum. Dans l'Antiquité, cette région verdoyante et fertile était le grenier de la ville d'Alexandrie. L'ancien système d'irrigation, à la fois simple et ingénieux, est toujours utilisé. Propulsée par l'eau elle-même, une roue à aube puise le précieux liquide avant de le déverser dans les canalisations. L'eau est arrivée à Alexandrie. Mais comment l'entreposer et la distribuer ? Isabelle Herry, du Centre d'études alexandrines, fouille les réservoirs cachés de la ville depuis des années. La citerne d'El Nabi est la mieux conservée. Elle remonte à l'époque où les Arabes régnaient sur Alexandrie. Ces matériaux proviennent de la surface, de bâtiments qui ont été démontés, déconstruits, et qui, à l'époque où ces citernes ont été construites, étaient certainement abandonnés. Donc, nous raconte également l'histoire de la ville aux différentes époques qui ont précédé la période arabe. À leur arrivée dans la ville au 7e siècle après Jésus-Christ, les Arabes ont aménagé d'immenses citernes. Mais 1000 ans plus tôt, au moment de la construction d'Alexandrie, les Grecs avaient déjà résolu leur problème d'alimentation en eau de façon tout aussi spectaculaire. Donc, il est un réseau dynamique formé de canaux creusés dans la roche profondément. Ces canaux partaient du canal d'Alexandrie qui qui se connectait avec la branche canopique du Nil et apportait l'eau jusqu'aux portes d'Alexandrie. De ce canal partaient certainement des canaux à ciel ouvert ou peut-être des aqueducs et amenaient de l'eau dans le réseau souterrain qui ressortait par le biais de puits à l'intérieur même des maisons. Quelques années seulement après la fondation de la ville, en 332 avant notre ère, Alexandrie compte déjà un demi-million d'habitants.
Les architectes de la ville avaient déjà prévu la croissance d'Alexandrie. Dans leurs plans originaux, ils avaient projeté un réseau routier dont les rues se croisent à angle droit et pouvant accommoder une circulation dense. Les deux artères principales de la ville actuelle datent de la fondation d'Alexandrie. Elles demeurent inchangées depuis plus de 2000 ans. À l'époque, des palais et des temples magnifiques bordaient ces avenues. Mais comment les gens ordinaires vivaient-ils au jour le jour? Grzegorz Majkerek, de l'Université de Varsovie, a étudié les vestiges de maisons qui remontent aux origines de la ville. Chaque propriétaire se voyait attribuer un terrain qui mesurait environ 25 mètres sur 25 pour y bâtir sa maison. On croit savoir que ce système, en vigueur pendant au moins 4 siècles à Alexandrie, remonte à l'époque d'Alexandre le Grand. Les familles nanties vivaient sur un terrain d'environ 600 mètres carrés. Il y avait ici une résidence spacieuse, avec son jardin et ses écuries. Des découvertes comme celle-ci, une maison avec de la mosaïque grecque, sont rares, et les artefacts de la vie quotidienne le sont encore plus. Le musée gréco-romain d'Alexandrie abrite quelques artefacts de cette époque. Parmi eux, les précieuses figurines de Tanagra, trouvées dans des tombeaux de jeunes femmes. Importantes dans la vie des jeunes filles, ces figurines devaient servir à la fois de jouets, de compagnes et de talismans. Arknodike a sans doute apporté la sienne à Alexandrie. Mais pour réaliser son rêve, la chance seule ne suffira pas. Si elle est venue dans cette ville, la capitale du savoir à l'époque, c'est pour y étudier la médecine. Un projet inconcevable pour une femme, même dans une ville aussi raffinée. Mais Arknodike a son plan. À l'époque d'Alexandre le Grand et sous le règne des Ptolémées qui a suivi, la culture grecque domine la cosmopolite Alexandrie. Aussi bien pour leur maquillage que pour leur coiffure et leurs vêtements, les Égyptiennes avaient adopté la mode grecque, comme en témoignent ces figurines. Mais la femme grecque était confinée à s'occuper de sa maison, alors que l'Égypte, de l'époque ptolémaïque, a donné à la femme davantage de place. 200 ans plus tard, l'une d'entre elles, Cléopâtre, obtiendra d'ailleurs le pouvoir suprême. Alexandrie était une ville ouverte d'esprit, un fait à l'avantage d'Arknodike. Alexandrie était le point de convergence de toutes les races et de toutes les langues. La bibliothèque contenait des papyrus traduits en plusieurs langues, comme le grec, l'araméen, l'hébreu, et j'en passe. C'était le melting pot de l'Antiquité. Comme toute grande ville digne de ce nom, Alexandrie devient tout de suite un important centre de production. Forcés de vivre dans une promiscuité relative, ses habitants doivent organiser le travail et se spécialiser. Les Alexandrins offrent leurs produits à la vente dans la rue, où ils achètent aussi leur nourriture. Le repas du soir est habituellement le seul que les gens du peuple prennent à la maison. Pour le petit déjeuner, on se contente généralement de pain trempé dans un peu de vin. Les pêcheurs d'aujourd'hui rapportent leurs prises au même endroit où des esclaves déchargeaient les navires marchands il y a plus de 2000 ans. Des produits de toutes les régions de la Méditerranée arrivent dans le port d'Alexandrie. C'est la porte de l'Égypte sur le monde.
début du 19e siècle, l'ancienne Alexandrie est presque complètement oubliée. Jusqu'au jour où un simple charretier fait une formidable découverte. Son histoire en dit long sur la vie des premiers colons grecs en terre égyptienne. À l'aube, comme il en a chaque jour l'habitude, le charretier attelle son cheval pour offrir ses services dans les rues d'Alexandrie. Tout à coup, dans une rue étroite, le pavé cède sous le cheval et la charrette. C'est ainsi que les portes d'un monde depuis longtemps oublié se sont ouvertes. La cité des morts, les catacombes de Komel Tchokafa. À 20 mètres sous l'agitation de la ville moderne, s'étend un long réseau de caves taillées à même le roc. C'est ici que les habitants d'Alexandrie enterraient leurs morts. Orné de feuilles de vigne grecques et de dieux égyptiens, ce sarcophage témoigne des rapports entre les premiers immigrants grecs et la population d'origine égyptienne. Une cohabitation pacifique, favorisée par le général Ptolémée, ami intime et successeur d'Alexandre le Grand. Il a donné son nom à cette dynastie royale, dont la dernière héritière a été nulle autre que la légendaire Cléopâtre. C'est aussi cette dynastie qui a créé la grande bibliothèque, où bien des érudits voulaient venir parfaire leurs connaissances. Et où Arknodike veut étudier la médecine. Mais puisque l'on refuse l'accès du savoir aux femmes, elle décide de prendre l'apparence d'un homme. Son oncle tente bien de la faire changer d'idée, mais en vain. Arknodike est tout à fait consciente du danger qu'elle court. Mais elle est déterminée à accéder à ce monde de la connaissance et du savoir, si près d'elle maintenant. La grande bibliothèque et les écoles étaient financées par la riche dynastie des Ptolémées. Pour ces grands bâtisseurs, le savoir était une source menant au pouvoir. Pour Jean-Yves Empereur du Centre d'études alexandrines, le temple de Taposiris est un des plus beaux exemples de la splendeur des édifices de l'antique Alexandrie. Situé à l'extrémité ouest de la cité, Taposiris marque le vaste domaine sur lequel régnaient les Ptolémées. À l'époque, la région entière est florissante. Elle comprend un port, des entrepôts, des vignobles et un grand nombre d'usines. L'emplacement du temple est stratégique, car il se trouve à l'extrémité du territoire d'Alexandrie. Un mur, appelé le mur arabe, empêchait quiconque de pénétrer dans ce secteur, à moins de verser des droits de douane. Il fallait franchir une porte située près du lac là-bas. Tous les bateaux qui naviguaient sur le lac devaient traverser un petit pont et payer eux aussi des droits de douane pour accéder au territoire d'Alexandrie. La zone était densément peuplée et le temple se dressait au milieu des infrastructures bien développées de la ville.
Près du temple se trouvaient des quartiers résidentiels et des ateliers d'artisans. Aujourd'hui encore, des milliers de tessons d'amphores s'empilent dans ces anciens dépotoirs. C'est une toute petite partie du dépotoir. On y voit des pieds d'amphores. Elles ont été fabriquées pour tenir dans le sable, dans les fours de cuisson et dans les navires où on les envoyait à l'exportation. Voici une anse double, très solide. On voit l'empreinte digitale laissée par le potier au moment de la fabrication. Des milliers d'amphores étaient fabriqués par de nombreux artisans. C'était une production de masse en vue d'une exportation de masse vers Alexandrie et le reste de la Méditerranée. Un atelier de production d'amphores devait ressembler à celui-ci. Encore aujourd'hui, des milliers d'amphores sont fabriqués dans cette vallée éloignée, à l'intérieur des terres. La technique n'a pas changé. Les artisans tirent encore leurs matériaux, l'argile, du lit d'une rivière. Ici, il est difficile d'imaginer la vie sans amphores. On les utilise pour transporter les denrées et les garder au frais. Comme dans les ateliers de l'ancienne Alexandrie, il n'y a pas de machine. Tout est fait à la main. On a découvert, par hasard, comment il était possible de produire autant de contenants d'argile à la fois. Voici les restes d'un gigantesque four à amphores. Détruit par une explosion, il est resté enfoui jusqu'à tout récemment sous une montagne de tessons. Le four pouvait cuire plus de 600 amphores à la fois. C'est un four qui soulève beaucoup de questions. On aperçoit plusieurs amphores brisées dans la partie haute du dépotoir. Je pense qu'il devait être très difficile de contrôler le feu. La hauteur de la chambre de cuisson dépassait les 2,5 mètres. Des fours comme celui-ci sont encore en vogue aujourd'hui dans l'arrière-pays d'Alexandrie. Une fois la semaine, toute la production des derniers jours est mise au feu. Matériau universel de l'Antiquité, l'argile était bon marché, disponible en quantité illimitée, facile à façonner et durable. Comme ils le faisaient autrefois, les hommes entretiennent le feu qui brûlera pendant toute la nuit. Ils perpétuent ce système de production de masse qui a favorisé l'essor des grandes cités antiques. Arknodike, déguisé en homme, est maintenant prêt à affronter le monde. Mais son astuce sera-t-elle convaincante?
la grande bibliothèque d'Alexandrie, le lieu de tous les rêves d'Arknodike. C'est là que les plus grands penseurs de l'Antiquité ont étudié et enseigné. Archimède, Euclide et Ératosthène, le premier à avoir compris que la Terre tournait autour du Soleil. Réputée à travers le monde, la bibliothèque abritait 700 000 manuscrits, la presque totalité des connaissances de l'Antiquité. Dans leur quête du savoir, les Ptoléméens ont utilisé certaines pratiques inusitées. Par exemple, chaque navire accostant dans le port d'Alexandrie devait remettre à la bibliothèque tous les manuscrits qui se trouvaient à bord. En retour, ils en recevaient une copie. Une mine de connaissances s'offre ainsi à Arknodike. À l'époque, nul ne se doute que ces trésors ne survivront pas. En effet, en 641, soit près d'un millénaire après sa construction, un incendie ravagera la bibliothèque. Mais tout n'est pas perdu. En effet, à Thebtunis, aux abords du désert, des manuscrits sur papyrus datant de l'époque ptolémaïque ont été préservés. Depuis 20 ans, une équipe franco-italienne y fouille les vestiges d'une cité ptolémaïque. À Alexandrie, l'histoire de la ville est enfouie sous plusieurs couches de terrain. À Thebtunis, elle se trouve tout juste sous le désert. Mais ces ruines ne sont pas la caractéristique la plus extraordinaire de Thebtunis. Sous ce climat désertique extrêmement sec, des manuscrits remontant à la fondation d'Alexandrie ont été conservés. Un véritable Eldorado pour le professeur Galazzi, spécialiste du papyrus et directeur des fouilles. Le papyrus était utilisé dans toute l'Égypte, ainsi qu'en Grèce et en Europe. Par contre, il est impossible de trouver du papyrus en Grèce et en Europe, tout comme à Alexandrie d'ailleurs, car l'humidité a tout détruit. Dans ce petit village, le sable et le désert ont joué un rôle de préservation. Thebtunis est l'un des rares endroits en Égypte où il est possible de trouver du papyrus. Nous avons mis au jour environ 3000 manuscrits. Les découvertes faites à Thebtunis donnent un aperçu des trésors que la bibliothèque d'Alexandrie a un jour contenus. Ces documents sont une source unique d'informations sur la vie quotidienne dans l'Antiquité. Chaque papyrus donne un aperçu de la vie quotidienne. Les reçus de taxes dévoilent le nom du propriétaire d'un édifice. Il nous arrive aussi de tomber sur la liste des denrées achetées par une famille ou sur un texte officiel à propos d'une naissance, d'un décès ou d'un mariage. En recoupant les renseignements, il est possible d'avoir une idée précise de ce qu'était la vie quotidienne dans ce village il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de bibliothèque dans les provinces. Les papyrus de Thebtunis proviennent de résidences ou de bureaux. Avec sa grande avenue, assez large pour y organiser des processions, et son réseau de rues en damier,
Thèbes Tunis rappelle la capitale, Alexandrie. Comme à Alexandrie, il y a des indices d'un mélange des cultures. Ces colonnes grecques, par exemple, dressées au creux de l'arrière-pays égyptien. Cette maison était sans doute le foyer d'un riche marchand qui devait sa fortune au commerce sur la route des caravanes. Même en Égypte, les Grecs de la période ptolémaïque avaient adopté le style de vie grec. Ils ont érigé un temple spécialement dédié au dieu Hermès. Des bains publics luxueux, dont les planchers étaient même chauffés, adoucissaient le quotidien dans le désert. Ces fragiles papyrus sont traités sur place pour assurer leur préservation. Après des siècles dans le sable du désert, ils révèlent peu à peu leurs secrets aux scientifiques. Les textes sont écrits en grec, mais aussi en démotique, la langue populaire de l'Égypte. Comme le papier d'aujourd'hui, le papyrus était produit en Syrie. On joignait les feuilles de papyrus et on formait un rouleau qui comprenait habituellement 20 feuilles. Sa longueur était d'environ 3,20 m. Si quelqu'un voulait utiliser une partie du rouleau, il découpait un morceau de papyrus. La plupart des papyrus de Thèbes Tunis ont trait à des activités quotidiennes tout à fait banales. Contrats de vente, reçus d'impôts ou baux de location. Quant à la grande bibliothèque d'Alexandrie, elle conservait les écrits de tous les grands savants de l'époque. On y trouvait des traités de mathématiques, de géométrie et d'astronomie, ainsi que des ouvrages sur l'histoire, des cartes et des traités avant-gardistes de médecine. Tous ces documents devaient être attrayants pour Arknodike. Mais la bibliothèque garde aussi des secrets, inaccessibles à l'immense majorité. Hérophile, le célèbre physicien grec, enseigne à Alexandrie. Connu en tant que fondateur de l'anatomie humaine moderne, on dit aussi de lui qu'il utilise des méthodes inhabituelles d'enseignement et de recherche. Sa curiosité étant plus forte que sa peur, Arknodike ose se mêler au cercle des élèves d'Hérophile. Hérophile a été le premier à découvrir que la pensée et les sentiments prennent place dans le cerveau, que le sang circule à travers le corps. Ces connaissances, il les a acquises par les autopsies qu'il a effectuées sur des cadavres humains. Mais même dans cette cité du savoir, de telles pratiques sont strictement interdites. Ouvrir le corps d'un mort plutôt que l'enterrer dans la dignité, c'est enfreindre les commandements divins. Proseguete. Soudainement, tous les espoirs d'Arknodike semblent s'effondrer. Si son identité est découverte, elle risque l'humiliation publique et la disgrâce. Et, pire encore peut-être, la fin d'un rêve. Pour les archéologues, la fragilité de la vie et sa capacité parfois à perdurer
est un paradoxe de tous les instants. Ces restes d'objets, par exemple, font revivre un passé éteint depuis longtemps. Voici des informations à propos d'une réunion entre prêtres avec la date et le nom de la personne invitée à la réunion. On indique aussi que les membres de l'association et leurs invités boivent de la bière. Depuis l'époque où elle était la fière capitale de l'Égypte, Alexandrie s'est enrichie de multiples influences. Après les Grecs, les Romains y sont venus. Puis, ce fut au tour des Arabes. L'équipe du docteur Jean-Yves Empereur travaille sans relâche afin de sauvegarder les vestiges d'Alexandrie. Et quand les pelles mécaniques font trembler le sol de la ville, les chercheurs se précipitent. Ici, le promoteur a décidé qu'il avait perdu assez de temps. Enfreignant tous les accords passés, il a profité de la nuit pour couler un plancher de béton sur la moitié du site archéologique. L'équipe a peu de temps pour en explorer la partie encore accessible. Mais ce site a déjà livré une partie de ses trésors. Le torse d'une statue de marbre. La précieuse découverte est examinée et traitée dans les ateliers du centre de recherche. À la grande surprise de l'équipe, la statue représente un empereur romain. Pendant plus de 300 ans, Alexandrie a été la capitale commerciale et culturelle de la Méditerranée orientale. Puis, ce royaume a été envahi par les soldats du premier empereur romain, Auguste. En l'an 31 avant notre ère, Auguste détrônait la dynastie des Ptolémées. Cléopâtre s'enlevait alors la vie. Alexandrie était complètement détruite, ses ruines disparaissant sous la nouvelle ville romaine. Les Romains ont aménagé de spectaculaires boulevards par-dessus des quartiers résidentiels. Contrairement aux Grecs, ils ont conquis l'Égypte par la force, imposant leur culture. Le riche mélange culturel propre à Alexandrie disparaissait alors. Sous l'Empire romain, la brillante métropole est devenue une banale ville de province. Archnodiké doit oublier son rêve et retourner à Athènes. Mais le destin, ou son talisman, en décide autrement. Au chantier du Pharos, une section de l'échafaudage vient de s'effondrer. Cratès, l'oncle de la jeune femme, est gravement blessé. Oh, Desponia Taki, Heblabe o Krates. O Pantes Theoi. Krates. Xylocrean ekovina hermetitsotos kelos kaioton eskataras taki. Pantakalos exeiokratis. La réaction d'Archnodiké témoigne alors d'un grand savoir-faire. Non seulement son instinct la guide, mais elle maîtrise aussi les bases de l'intervention médicale. Selon la légende,
Arknodike a obtenu la permission de demeurer à Alexandrie afin de poursuivre ses études en médecine. Elle y est devenue la première femme à étudier la médecine ouvertement. À la fin de ses études, elle est revenue à Athènes, sa ville natale, où elle a exercé la médecine avec succès pendant de nombreuses années. L'âge d'or d'Alexandrie n'aura duré que 300 ans. Mais on se souviendra de la dynastie des Ptolémées, celle ayant donné vie à la vision d'Alexandre le Grand. Des infrastructures incomparables, des édifices splendides et de formidables prouesses technologiques. Voilà peut-être ce qui a fait d'Alexandrie la plus brillante ville de l'Antiquité. Mais la grande contribution des Ptolémées est probablement d'avoir favorisé le développement de l'esprit. En y accueillant des penseurs venus de partout, la ville nous a légué un héritage de connaissances qui, encore aujourd'hui, continue d'éclairer l'humanité.